early in the morning. A long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up. Get better to warning, which makes me know where we's aligned what's left. Et si on se réveillait à 6h30 pour suivre la matinale Quinquilibre? Mesdames et messieurs, bonjour, vous avez fait le bon choix. Merci de rester fidèles à la première des matinales du Sénégal. Quinquilibre, nous sommes le vendredi 20 octobre 2023. Djouma Moubarak à tous. Et comme vous le savez sans doute, les vendredis, la principale chronique, c'est celle de Abdoul Aziz Ban. Les sports, il sera accompagné d'Alioune Badara Kane qui interrogera nos différents invités du jour. Nous en aurons 3 ce matin. Quinquilibre, c'est également les capsules quotidiennes, la météo, la gymnastique, sans oublier le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. En attendant, je vous propose de suivre la météo proposée par nos partenaires de la NACIM. Tout de suite, c'est la météo. Chers amis téléspectateurs de Quinquilibre, bonjour. L'actualité météorologique de ce vendredi restera marquée par un temps stable, accompagné donc d'une forte sensation de chaleur à l'intérieur des terres et de faibles risques de pluie qui sont attendus vers la partie sud du pays. L'animation satellitale conforte cet état de fait par des nuages assez fins, des voiles de nuages qui vont défiler et intéresser la quasi-totalité du pays, au nord, au centre et même vers la partie sud du pays. Mais vers la Guinée, des nuages pluviogènes en bleu localisés vers la Guinée pourraient progresser et intéresser l'extrême sud du territoire sénégalais. Ce qui fait qu'en termes de prévision pour cette journée, donc un temps stable sera noté sur l'ensemble du pays, avec une bonne présence du roi du soleil, donc un soleil de plomb sera noté demain, au courant de l'après-midi de demain, sur l'ensemble du territoire sénégalais, ce qui occasionnera donc une forte sensation de chaleur. Déjà au nord, sur l'axe Podor allant vers Liguère, 42 degrés sont attendus, 41 attendus vers Bakel, et le pic sera noté à Matam avec une valeur de 43 degrés. Cette sensation de chaleur sera aussi ressentie sur le reste du territoire avec des valeurs qui tourneront entre 36 allant jusqu'à 39 degrés dans certaines localités, et Dakar gardera aussi une valeur de 33 degrés. En résumé, chers téléspectateurs, donc c'est un temps stable qui sera noté au courant de la journée de ce vendredi, hormis l'extrême sud du pays où des risques de pluie peuvent être notés. Une forte sensation de chaleur aussi sera ressentie à l'intérieur des terres, surtout au nord et nord-est du pays où les valeurs tourneront entre 42 allant même jusqu'à 43 degrés vers Matam. Sur le reste du pays aussi, la sensation de chaleur sera ressentie avec des valeurs qui tourneront entre 36 allant jusqu'à 39 degrés. Dakar aussi gardera une valeur de 33 degrés. Ce qui met fin à ce bulletin. Excellente journée. C'était le bulletin météo proposé par nos partenaires de la NACIM. Ils vont bientôt nous rejoindre en plateau. Nous sommes en direct sur la Une, mais également sur nos différentes plateformes digitales. La page Facebook Quinquilibre, mais également la page Facebook RTS1. Ils vont me rejoindre. Alioune Badara Kane, Abdoul Aziz Ban, nos différents invités qui nous accompagnent ce matin. En attendant, je vous propose de faire un peu d'exercice avec notre coach. Nos coachs Tandara et coach Bou les vendredis. Ils nous proposent généralement des challenges. Allez-vous relever le challenge de ce vendredi du jour? Tout de suite, la gymnastique. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. C'est notre dernière capsule de la semaine avec le VSD qui va vous accompagner, mesdames et messieurs. Et donc, un VSD qui vous accompagne, il faut dire qu'aujourd'hui, notre challenge du vendredi, et donc c'est avec la barre olympique chargée. Alors, quand on parle de la barre olympique chargée, c'est vrai que d'aucuns vont penser surtout au travail, surtout avec le concours de charge pendant les Jeux olympiques, avec l'haltérophilie. Mais non, loin de là, mesdames et messieurs, c'est donc quelque chose qu'il faut introduire le plus souvent dans vos entraînements. Alors, vous allez voir, il y aura de la force, il y aura de l'équilibre, mais il y aura également une certaine agilité pour voir, mesdames et messieurs, ce que le coach Bou nous réserve tout de suite. Je vais lui donner la parole et après quoi, on va revenir. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, on est vendredi, comme d'habitude.
on fait passer notre challenge du vendredi. Donc, comme vous savez bien, aujourd'hui aussi, on va parler de challenge. On va utiliser, comme l'a si bien dit coach Tandakha, notre barre olympique, mais ce barre aussi, il est chargé avec les disques. Donc, si on parle de challenge, il parle d'une capacité de dépassement de sur soi, d'aller en fin fond et de chercher en profondeur tout ce que l'on a. Donc, aujourd'hui, on vous a présenté des exercices. Maintenant, c'est des exercices de force, d'agilité et en même temps d'endurance musculaire. Donc, vous savez bien, ça veut dire tout ce qu'on va parler un tout petit peu, ou bien qu'on va faire un tout petit peu travailler tous nos groupes musculaires en full body. Donc, c'était ça qu'on va vous apporter. On va juste nous suivre dans nos exécutions. À tout à l'heure. Merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, ce n'est pas l'épaule jetée, ce n'est pas également l'haltérophilie, mais regardez encore une fois avec la barre olympique, avec charge. Et là, on peut y travailler beaucoup de choses à la fois. Le coach Bou, c'est vrai, vous avez les pompes, vous avez également le travail dorso-lombaire, et puis vous avez d'autres ateliers, une sorte de circuit training. Alors regardez, admirez plutôt. Alors, on en est au challenge du vendredi et ce challenge qui va très très vite. Voyez, mesdames et messieurs, dans une autre position, une autre facette avec ces déplacements latéraux. Mais là, avec un petit saut périlleux, si vous voulez, mais là, eh bien, on revient en position de travail dorso-lombaire avec cette barre, évidemment, voyez, mesdames et messieurs, et hop, on va avec une certaine explosivité que cela demande. Ah, voilà ce qui fait le charme du challenge du lundi. Alors, ce qui fait son charme, c'est que ça va très, très vite. Alors, en quelques minutes, mesdames et messieurs, on en a terminé. Et ceci va vous permettre, en tout cas, de bien récupérer. Alors, regardez ici, mesdames et messieurs, eh bien, le stretching, hein, ça va permettre, en tout cas, de bien tirer ces articulations. Allez, le coach Bou, vous avez la parole dans quelques secondes. Alors, j'espère bien que ça a été bien suivi. Donc, faites bouger votre corps. Donnez-vous à fond. Vous savez bien, plus de muscles, plus de mouvements. Et donc là, on peut dire que c'est assez important. Donc, faites-vous des muscles qui sont bien toniques. Sollicitez-les par le biais de l'activité physique. Ne restez surtout pas sédentaire. C'était ça qu'on vous a présenté comme notre challenge d'aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous dans la semaine prochaine, Inch'Allah. Allez, merci à tout le monde. Merci coach Bou. Mesdames et messieurs, merci également à vous qui nous avez prêté attention. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à vous commenter ce qui s'est passé tout de suite avec le coach Bou, avec ce qu'on n'appelle pas, c'est certain, eh bien, un concours de charge, pas d'haltérophilie, mais simplement, eh bien, ce concours avec la barre olympique, c'était avec charge. Et ceci va vous permettre, mesdames et messieurs, eh bien, d'introduire justement, eh bien, ce genre d'exercice dans vos entraînements. Ça va toujours vous faire beaucoup de bien. En tout cas, merci de votre attention et nous allons nous retrouver, Inch'Allah, lundi prochain. Mais encore une fois, mesdames et messieurs, prudence. Encore une fois, prudence sur les routes. Allez, à lundi. Merci beaucoup, coach. À lundi. Merci pour ces conseils. Prudence sur les routes. Alors, faire du sport, c'est toujours important, justement, pour la santé. Et ils m'ont rejoint en plateau. Aline Badarakan, Abdelaziz Ban et nos invités du jour. Abbé, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Tu vas bien? Je vais bien, c'est le vendredi. Bien réveillé. C'est le vendredi. Tu es généralement de bonne humeur les vendredis. De très bonne humeur. Machallah, une excellente forme parce qu'on se dit que derrière, on a droit à une journée et demie de repos. Bien mérité. Très bien. Alors, à tes côtés, Abdelaziz Ban, ton ami. Abdelaziz, comment vas-tu? Bonjour Anta, ça va? Bien réveillé? Oui, très bien, oui. Le programme un peu de ta chronique On de ce va matin. revenir sur la conférence de presse d'Ali Cissé. Il va s'exprimer pour nous parler des choix
qu'il a eu à opérer lors de la rencontre amicale entre le Sénégal et le Cameroun, match remporté par le Sénégal sur le score d'1-0. On va également revenir sur le trophée des champions entre Génération Foot et Teungueth Football Club, match prévu demain au stade Lat Dior de Thiès. Les lauréats de la Ligue 1 et de la Ligue 2 qui sont connus, meilleurs entraîneurs, meilleurs joueurs, meilleurs publics, qui ont donc été, la liste a été publiée. On va revenir également parler de basket avec le bilan de la saison avec le président de la Fédération sénégalaise de basket, mais également de tennis avec le tournoi international junior prévu à Dakar à partir de lundi. Très bien, on va parler de basketball, de football et également de tennis ce matin dans ta chronique, et c'est dans la première partie de ce magazine. Aline Badarakan, qui sont nos invités du jour? Je le disais tout à l'heure, nous en avons 3 ce matin. Nous en avons 3, déjà 2 sur ce plateau. On va démarrer par donc, le représentant de la CNO. C'est un plaisir pour nous de retrouver sur ce plateau notre collègue, je dois dire notre ex-collègue, hein, parce que maintenant il est dans le monde de la communication. Toujours, il est dans le monde de la communication. Et notre professeur. Ça c'est vrai. Voilà, c'est ça, on le dit. Hein. Mais aujourd'hui il est là en sa qualité donc, de communicant, responsable donc, de la communication, plus précisément on va dire donc, directeur de la communication et des relations publiques de CNO, Ndiaye Diop. Hein. Donc la grande voix voilà, de Sudan dans les années 2000. Il est là donc pour revenir avec nous sur un peu le dispositif donc, de CNO durant cette période extrêmement, disons, de forte tension en termes de sollicitation qu'on appelle donc plus communément la pointe. Mais ça a également l'occasion de parler un peu de la responsabilité sociétale donc, de CNO, surtout dans le cadre de la campagne contre le cancer. Hein. On est en pleine célébration donc, du mois d'octobre. Donc la part de CNO dans cette sensibilisation-là, mais également la question extrêmement sensible de la facturation qui tient à cœur Gorgorlou. Donc voilà les questions qui seront véritablement au menu des échanges avec Ndiaye Diop. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de la matinale Kenkeliba. Et à sa suite, donc, monsieur Alioune Gueye, orthophoniste, il vient à l'occasion de la journée donc, internationale de sensibilisation sur le bégaiement. Vous savez, beaucoup, en tout cas, de nos concitoyens, bon, beaucoup d'humains en souffrent. Hein, et c'est un vrai problème pour certains d'entre eux, surtout s'ils sont très mal compris donc, dans leur société. Et donc, avec lui, on reviendra sur le thème retenu cette année. Hein, voilà, tous différents, chacun son chemin. Hein. Donc, ici, c'est l'occasion de parler un peu du bégaiement. Il est extrêmement complexe hein, parce que, voilà, est-ce que le bégaiement, on peut le traiter? Est-ce qu'on peut en venir à bout? Donc, voilà les questions qui sont au milieu des échanges avec notre deuxième invité, M. Alioune Gueye, donc orthophoniste. Et ce sera l'occasion aussi de parler de cette association qui se bat beaucoup pour une meilleure prise en charge du bégaiement, une association dirigée par, en tout cas, le très entrepreneur Bachir Dien. Et enfin, pour terminer en beauté, on va renouer avec donc, les vendredis culturels, avec le groupe Rouf 44 qui nous vient naturellement donc, de la banlieue. 44, c'est le label en tout cas très cher aux banlieusards, surtout là de Thiaroye. Le groupe Rouf 44 qui vient de sortir donc, son premier album. Quel en est le contenu, quels en sont les morceaux phares. Donc voilà les questions également qui lui seront posées. Il est là en coulissant, M. Abdou Faye. Donc voilà le menu, on va le dire, un peu costaud de ce vendredi. Voilà. Et les vendredis restent culturels à Kenkeliba. Alors, M. Diop, comment allez-vous? Ça va très bien. Bien réveillé ce matin? Alhamdulillah. Comment se porte la CNO très brièvement? La CNO se porte bien. Ce n'est qu'un bébé qui a à peine 3 ans et qui, pendant ces 3 ans, est en train de se transformer, en train de grandir et en train de se projeter pour pouvoir faire de sorte que la mission qui lui est assignée, qui est de produire, de distribuer de l'eau en quantité et en qualité, soit une réalité au Sénégal. Très bien, on en parlera justement dans la première partie de ce magazine. Alors, Monsieur Alioune Gueye, vous allez bien? Dieu merci. Vous avez bien mangé ce matin? Vous êtes en Guyenne face à une séquenne, c'est pas... Tout peu. Vous avez pris votre petit déjeuner? Oui. Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous On aussi. parlera justement du bégaiement à travers justement la rubrique Invité avec vous tout à l'heure. Parlons un peu d'actualité, Aline Badarakan. Alors on a pu voir justement à travers l'actualité internationale avec la guerre Gaza-Israël. Alors on a pu voir justement cette aide humanitaire qui devrait aujourd'hui aller vers justement Gaza à partir d'aujourd'hui, selon justement les présidents américains et égyptiens. Ah mais je pense que c'est une bonne décision, en tout cas humaniste, saluée
par tout le monde, parce que voilà un territoire qui est pratiquement sous embargo depuis une vingtaine d'années, on n'en parle pas, parce que Gaza est pratiquement coupé du reste du monde. Il n'y a que cette porte d'entrée pour faire entrer en tout cas sur ce territoire-là les denrées de première nécessité, les matériaux de construction. Et Israël, depuis qu'il est passé à l'offensive, en tout cas, a tout fermé, a tout barricadé. Et c'est l'un des territoires qui a le plus fort taux donc, de peuplement au monde. Hein. La densité est extrêmement forte donc, sur la bande de Gaza, parce qu'ils n'ont pas de possibilité d'extension, c'est clair. Et puis, ils vivent sous embargo. Donc, je pense qu'on ne peut pas, voilà, en ce 21e siècle, en 2023, cautionner le fait qu'on puisse isoler totalement un territoire où il y a des êtres humains. Je pense que même les conventions les plus anciennes, quand même, récusent cela, parce qu'il faut remonter très loin, peut-être au Moyen-Âge ou bien à l'Antiquité, pour voir peut-être voilà, une telle forme de guerre. Et bon, heureusement que les Israéliens sont revenus à de meilleurs sentiments, on va le dire, même si je pense que ce n'est pas le terme approprié, parce que c'est une obligation pour eux quand même d'assurer le minimum vital à ces populations-là, même s'ils sont en conflit avec le Hamas qui contrôle la bande de Gaza. Mais également, cela démontre encore une fois peut-être aussi cette forme d'hypocrisie qui ne dit pas son nom dans ce qu'on appelle la sphère des relations internationales. Parce que quand on voit le balai de ces chefs d'État, de ces décideurs qui vont à Tel Aviv s'entretenir avec Benjamin Netanyahou, qui a tout fait pour torpiller les fameux accords de paix d'Oslo entre Israël, bien sûr, et la Palestine. Parce que s'il avait fait preuve peut-être un peu disons, de bon sens voilà, dans l'application de ces accords-là, peut-être on n'aurait pas eu cet épisode-là extrêmement douloureux. Parce qu'à l'époque, chacun a quand même fait un sacrifice pour qu'on puisse avoir deux États. Parce que c'est ce que disent en tout cas les textes en tout cas, de l'ONU. C'est une obligation pour Israël de permettre la création de l'État palestinien, comme aussi c'est une obligation pour la Palestine de reconnaître Israël. Mais pourquoi Israël, lui, a le droit d'avoir un État viable, d'avoir en tout cas toutes les commodités normales reconnues à un État, et non pas la Palestine? Ça aussi, il faudrait qu'on pose cette question-là sur la table. Je pense que c'est vrai que ça a été assez choquant peut-être de voir un peu donc ces résistants-là du Hamas, parce que moi je ne vais pas les traiter de terroristes, hein, donc du Hamas entrer en territoire israélien avec ce qu'on a vu comme conséquence fâcheuse de cette action militaire donc, du Hamas. Mais je pense que c'était aussi une façon pour eux de se rappeler, de rappeler au monde qu'ils existent, que le dossier palestinien est toujours là, que c'est un dossier gelé, que c'est un dossier qui n'a pas encore été réglé. Parce qu'avant cela, tous les regards étaient braqués sur le conflit donc, ukrainien. En Ukraine, qu'est-ce qui se passe? On reproche à la Russie d'envahir un territoire indépendant, un État souverain. Pratiquement, c'est le même schéma en Palestine, et c'est depuis 1947. On pense que c'est tout à fait normal, que c'est devenu une banalité. Toutes les résolutions condamnant Israël ont reçu le veto américain. Au nom de quoi? Toutes les résolutions, à chaque fois qu'il y a une résolution demandant à Israël de se retirer de ses territoires occupés depuis 1947, de respecter le droit à un État souverain, à un État viable donc de la Palestine, jamais cette résolution-là n'a été suivie d'effet, tout simplement parce qu'il y a le grand parapluie américain qui est là pour protéger Israël. Et d'ailleurs, il y a certains termes, en fait, quelque part, qui renforcent un peu les focaux israéliens. Quand vous débarquez en Palestine, bien en Israël, pour prôner la paix, vous dites, je témoigne un soutien inconditionnel, parce que lui, le communicant, il sait de quoi je parle. Mais quand vous parlez de ça, c'est comme qui dirait, vous confortez l'autre camp à être toujours dans l'extrémisme. Je pense que ce n'était pas le rôle attendu, en tout cas de ces leaders occidentaux, surtout Biden et le premier ministre britannique que j'ai vu hier, lors de son tête-à-tête avec Benjamin Netanyahou, disant que le Royaume-Uni réitère en tout cas son soutien indéfectible et inconditionnel à Israël. Ça veut dire quoi? Quel que soit les torts d'Israël, on sera toujours de son côté et la Palestine pourra toujours attendre. Du tout, ce peuple-là a besoin d'un État fort, d'un État viable, comme on l'a nous au Sénégal. Imaginons si on était sous occupation depuis 1947. Quelle aurait été la réaction de certains d'entre nous? Ils seraient peut-être tombés dans la radicalité, dans l'extrémisme. Donc cette question-là, il faudrait avoir le courage de la poser sur la table et enfin de la trancher. Les Palestiniens ont droit à un État viable, à un État autonome, totalement indépendant. Et ça, c'est ce que disent les textes, en tout cas, de l'ONU depuis 1947 jusqu'à présent. Et c'est comme qui dirait qu'eux, ils n'en ont pas droit. Justement, en parlant de ces textes de l'ONU en 1947, pour revenir un peu... La fameuse partition. Effectivement. Pour revenir un peu à Alioune Badara Kane, très rapidement, avant de donner la parole à notre invité, tu peux revenir sur vraiment l'origine de cette guerre qui dure vraiment des années, quand même, entre la Palestine et l'Israël? Non, mais je pense que je l'ai dit.
C'était quoi? Juste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait trouver peut-être un territoire d'accueil au peuple juif qui en a fait le lobbying, qui l'a réclamé également. À un moment donné, il était même question de leur trouver un territoire en Afrique. L'Ouganda actuel. L'Ouganda, oui. C'est pas un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle plutôt. L'Ouganda aurait dû accueillir le premier État juif. Mais bon, je pense que peut-être ceux-là qui ont les pères fondateurs d'Israël n'en ont pas voulu. On aura trouvé un territoire en Palestine. Mais sur place vivaient également des peuples, le peuple arabe, depuis des millénaires. Mais il y a eu cette résolution-là de l'ONU et ils ont tous été mis devant le fait accompli. Ce territoire qui était sous administration britannique devait être divisé en 2 blocs. L'un pour Israël, l'autre pour la Palestine. Malheureusement, peut-être à l'époque, les dirigeants arabes n'ont pas fait preuve peut-être de rail politique. Ils ont refusé totalement cette division-là, cette partition-là, mais c'était acté. Donc il y avait 2 territoires avec leur capitale, Jérusalem, ville internationale. Chacun des 2 États aurait des droits sur Jérusalem, parce que c'était véritablement la pomme de discorde. Il y a eu l'éclatement de la guerre. Israël a profité de sa position de vainqueur maintenant pour faire main basse sur tous les autres territoires qui ne lui appartenaient pas. Et c'est ce qu'on appelle la catastrophe en arabe, la Nakba. Depuis lors, ça a été, vécu comme une véritable catastrophe avec tous ces milliers d'exilés qui ont dû quitter donc leur terre. Et depuis lors, ils attendent. Maintenant, c'est leur petit-fils, ou arrière-petit-fils qui porte le combat. Vous voyez. Donc c'est cela, en fait, les germes de cette guerre-là. Très bien. Ces 2 États, en principe, qui devraient coexister. Mais pourquoi l'un maintenant a fait main basse sur l'autre et lui dénie le droit d'avoir son territoire, d'avoir en tout cas tous les atours d'un État? La communauté internationale fait comme si de rien n'était. Et pourtant, entre-temps, on a vu le Kosovo qui a été créé sur les flancs de la Serbie. On a vu le Timor oriental qui est né, parce que tout simplement, ils ont bien voulu de cela. Pourtant, l'Indonésie aurait pu s'opposer à ce projet en se disant le Timor fait partie intégrante de mon territoire. Mais quand ils ont voulu faire du Timor un pays souverain, ils l'ont réussi en moins de 3 ans. Mais ce dossier palestinien-là est là, l'attend depuis 1947. C'est aussi simple que ça. Tant que les Palestiniens n'auront pas un État, Israël n'aura pas la paix. C'est ça la triste réalité. Il faut avoir le courage de le dire. Donc je pense que pour qu'il y ait une paix définitive, durable, il faudrait qu'Israël puisse avoir le courage de reconnaître à la Palestine le droit à la souveraineté internationale et que cette forme de discours, en tout cas des dirigeants occidentaux, puisse également cesser. Vous ne pouvez pas débarquer actuellement dans une zone troublée où les armes crépitent pour dire « je témoigne à l'une des parties mon soutien indéfectible ». Ça veut dire que, voilà, inconditionnel. Donc je pense que déjà les règles du jeu sont biaisées dès le départ. Alors, Monsieur Diop, une autre actualité, justement, durant cette guerre-là, c'était, je pense, mercredi dernier, un bombardement, justement, dans la bande de Gaza, auprès d'un hôpital, où, justement, certains Palestiniens s'étaient réfugiés. Ça avait quand même choqué vraiment l'opinion publique. C'est vraiment ignoble, il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui s'est passé. Pensez que les lieux de culte, les structures sanitaires, les écoles devaient être vraiment mis sous protection dans des temps de tension, notamment de guerre. Il est inadmissible qu'on puisse balancer des missiles dans ces endroits-là, puisque les civils n'ont que ces endroits pour pouvoir espérer sauver leur vie. Et Ali Badara vient de le dire, ce qui se passe actuellement, c'est une équation que le monde n'arrive pas encore à résoudre. Il y a eu des guerres, il y a eu des tractations diplomatiques, mais jusque-là, on n'arrive pas à avoir la solution, puisque dans les 2 côtés, il y a des radicaux, et aussi le monde, comme on dit, la communauté internationale, joue, je vais m'excuser du terme, que je vais mettre entre guillemets, à la fumisterie diplomatique, en fait, notamment du côté de l'Occident, qui n'arrive pas, ou qui sent une dette envers Israël, puisqu'en fait, c'est l'Occident qui a mis Israël dans cette situation, qui a mis les Juifs dans cette situation. Les Juifs étaient parmi les Européens. Et c'est l'histoire qui a indiqué qu'à un moment donné, ils ont été discriminés, chassés, réprimés vraiment jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus avoir d'État, puisqu'on les a chassés de partout,
à la fin de la guerre, ils ont dit, et ce résiduel, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ce résiduel qui pose encore problème au monde entier. Et le problème, c'est que le résiduel a été armé, surarmé, protégé, surprotégé dans une zone où, certes, ils sont militaires, mais ils sont plus puissants sur le plan militaire que tous les pays arabes réunis. Donc, les pays arabes ne peuvent pas les vaincre par la force, militairement. Et ils sont conscients de ça. Ce qui s'est passé il y a 1 ou 2 semaines, c'est que c'est une surprise pour eux, puisque quand on parle de sécurité dans le monde, on pense d'abord à 2 ou 3 États. On parle des États-Unis, on parle d'Israël, on parle de la Russie. Effectivement. Donc, ce n'est pas un petit pays sur le plan militaire. Même nos pays africains commencent à être à l'école israélienne pour pouvoir se mettre en sécurité sur plusieurs plans. Donc, ce qui s'est passé est vraiment une surprise pour eux. Mais le nombre de morts, les enfants, toutes ces vies qu'on est en train de briser, cet avenir qu'on est en train d'obstruer, c'est vraiment dommage puisqu'on en a encore peut-être pour encore 100 ans. On ne peut pas encore régler le problème. On n'a pas la solution pour le moment. Ce n'est pas la force qui va la régler. Ce n'est pas également pour le moment la diplomatie qui est encore, comme il l'a dit, puisqu'ils ont vraiment des parrains au niveau des Nations Unies. Aucune sanction ne peut passer contre Israël. Et entre-temps, les Arabes très désunis ne peuvent pas imposer leur point de vue puisque c'est des intérêts. Comme je dis, c'est un problème qui est à la limite historico-diplomatico, géostratico, géopolitique. À la limite. Compliqué. Très bien. Et M. Gay, justement, on parlait tout à l'heure de ces 20 camions qui seront acheminés au niveau de Gaza via le pont de passage Rafah, via l'Égypte, la frontière. Alors, on a vu aussi l'ONU faire une sortie en disant qu'aujourd'hui, ces Palestiniens auraient besoin de 100 camions par jour. Alors, ces camions, je spécifie qu'ils seraient remplis de nourriture, de purificateurs d'eau et de médicaments. On dit que ce n'est pas suffisant, 20 camions, à l'endroit justement de ces Palestiniens. Bien sûr, bon, c'est pas suffisant, mais moi je vois ça comme médecin après la mort. Bon, on ne devait pas en arriver là. Il y a mais le tout, c'est dû à la complicité donc, de l'Occident d'une part et de la communauté internationale. Bon, je ne reviens pas sur ce que M. Khan et M. Diop, je crois, ont dit d'un point de vue historique. Je pense que la communauté internationale manque carrément de volonté politique réelle pour le règlement de cette question. Et c'est ça le nœud du problème. Au-delà de la dette morale, plus ou moins, que la communauté, et principalement l'Occident, a par rapport à Israël, si nous remontons sur l'histoire d'Israël à travers le monde, le problème a été accentué par un autre problème de fond. D'un point de vue, c'est l'opposition, la guerre qu'il y a entre la communauté arabe d'une manière générale et le monde judéo-chrétien. C'est ça la lame de fond. Et aujourd'hui, ces questions-là, stratégiques et politiques, tant qu'on ne les règle pas, le problème restera très entier. Et aujourd'hui aussi, l'Occident est arrivé à diviser le monde arabe. Le monde arabe, pourtant, au-delà du déficit en armement par rapport à Israël, mais a un poids économique qui, s'ils sont utilisés, fondamentalement, l'Occident et la communauté internationale reculera. Des deux parties, c'est une volonté, manque de volonté politique. Et donc, amener des médicaments, aujourd'hui, essayer d'aider, pour moi, c'est de la sournoiserie. Je ne suis pas tout d'accord. On ne devait pas, de mon point de vue, attendre, en tout cas, que le point soit aussi culminant pour intervenir. C'est comme qui disait, bon, allez-y, il faut bien les battre, et après, on vient, on met de l'eau fraîche. Moi, je suis fondamentalement contre. Très bien. Abdelaziz Ben, réaction? Oui, je vais pas répéter ce qui a été dit sur le plateau, mais moi, je préconise le dialogue. Déjà, on peut être à un point sans retour, mais aujourd'hui, cette situation très alarmante, donc la communauté internationale doit s'impliquer davantage pour qu'on puisse trouver enfin une solution. Alim Badra a parlé d'une solution, pourquoi pas
la création de l'État palestinien, pour permettre aujourd'hui la reconnaissance de la part d'Israël, pour qu'aujourd'hui tous ces problèmes-là soient résolus. Mais je pense que voilà, il faudra que tout le monde s'y mette, il faudra que tout le monde s'implique davantage pour qu'on puisse enfin trouver une solution pour mettre fin à cette crise qui a perduré. Très bien, merci beaucoup. On va fermer cette parenthèse très rapidement. Anouk Benarkane, j'aimerais te faire réagir sur justement l'équipe de football des malentendants qui sera reçue justement par le président de la République le 30 septembre prochain. C'est une bonne chose. Donc notre plaidoyer a fait son effet parce que depuis leur fameuse épopée quand même glorieuse, je pense qu'ils auraient même dû être reçus de leur premier sac parce qu'ils ont ouvert le bal. Ils ont été la première équipe quand même dans le football à 11 à avoir le trophée continental. Ils ont porté chance à l'équipe nationale donc, de foot classique donc, qui brandiront plus tard, quelques mois après, donc, à Yaoundé, le trophée continental. Donc c'est une équipe qui nous porte souvent chance. Et là déjà, ils ont été demi-finalistes, troisième d'un mondial. Donc cela présage peut-être également d'une prochaine participation heureuse du Sénégal à la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis. Et je crois qu'il mérite vraiment tous les honneurs de la nation. Avant même le mondial U17. Avant le mondial même des U17. Je crois que donc ils méritent véritablement tous les honneurs de la nation parce qu'ils ont su se montrer résilients, engagés, parce qu'ils sont partis dans des conditions très difficiles. On l'a dit sur ce plateau. Ils sont arrivés à la veille de leur match. Ils ont été bloqués ici à Dakar pour des problèmes administratifs, pour un manque de moyens et tout cela. Et la situation a été décantée au tout dernier moment, à la toute dernière minute, comme on a l'habitude de dire. Et malgré cela, malgré ces impairs, malgré ces difficultés-là, ils ont hissé très haut le drapeau du Sénégal. Ils n'ont perdu qu'au tir au but. Donc ça veut dire que cette équipe-là était même taillée pour prendre le trophée mondial. Donc je crois qu'ils mériteraient véritablement d'être reçus, honorés par le président de la République. Quoi. Maintenant, sur le montant peut-être qui leur sera octroyé, bon, je laisse ça à l'appréciation du chef de l'État, même si moi, j'aurais donné peut-être au moins à chaque joueur de cette équipe 10 millions plus un terrain. Parce que c'est des malentendants. Donc, imagine un peu les conditions dans lesquelles ils sont ici souvent au Sénégal, parce que la prise en charge un peu pose problème. Peut-être qu'ils ont certaines limites sur le plan professionnel. Au-delà du football, est-ce qu'ils ont peut-être des activités professionnelles qui peuvent leur permettre de vivre dignement? Je crois que c'est l'occasion peut-être pour l'État au moins de leur procurer ce sourire-là. Et également, ça va être aussi un grand bonheur, un grand ouf de soulagement pour beaucoup de parents, parce qu'on sait que souvent derrière la réussite d'un joueur, c'est toute une famille également qui est épanouie. Donc, pourquoi pas, Monsieur le Président, 10 millions, un terrain pour chaque joueur de cette équipe-là. Inch'Allah, et ce sera justement le 30 octobre prochain. Ils seront reçus par le président de la République. Et je rappelle qu'ils ont été à la 3e place. Ils sont revenus avec la médaille d'argent, cette équipe nationale de football des malentendants. Alors, je vous propose tout de suite de passer à la rubrique sport, juste après le jingle. C'est avec Abdulaziz Ben. Alors, Abdulaziz Ben, on va rester dans le football avec justement le match amical Sénégal-Cameroun. Sénégal qui s'était imposé 1-0 face au Cameroun. Retour sur la conférence de presse d'Aline Cissé d'El Tactico. On va vous proposer la réaction de l'ami d'Aline Badara Kane après la victoire de son équipe sur le Cameroun. Le coach Aliou Cissé est revenu sur la prestation de ses joueurs qui ont livré un très bon match digne d'une équipe qui va aller conserver son titre en Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. D'une défaite, il était important, je l'ai dit en conférence de presse, il était important pour nous de réagir. On se considère, en tout cas beaucoup de gens nous considèrent, et nous aussi on se considère comme une grande équipe. Donc une grande équipe ne perd pas deux fois. Aujourd'hui, je veux vraiment féliciter l'attitude, les comportements de mes joueurs. Mais j'ai envie de dire que nous aussi, de notre côté, on a eu des absences aussi qui n'étaient pas là. Pape Gueye n'était pas là, beaucoup de garçons n'étaient pas là non plus. Mais comme je l'ai dit, ça reste quand même un match de préparation, malgré que le contenu quand même est très intéressant de notre part. On a su bien débuter ce match-là. La philosophie de jeu qu'on a mise en place a été vraiment bien respectée, bien adoptée. On s'est créé pas mal d'occasions. On aurait pu être un peu plus efficace, mais je pense que c'est un axe de travail. C'est un match qui a été préparé sur tous les plans. Tactiquement, on l'a bien préparé. Mentalement, on l'a bien préparé. Et je crois que le contenu est bon face à une des grosses, ou pour ne pas dire l'une des meilleures équipes d'Afrique. Donc il y aura un deuxième match. Le match-là, celui-là, il sera officiel à la CAN. Mais comme vous le savez, entre octobre et janvier, beaucoup de choses
peuvent se passer. Nous sommes très satisfaits de cette victoire parce que ça nous met dans le bon bout et ça nous permettra enfin de bien préparer, si vous voulez, les 2 matchs qui vont s'approcher pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est notre dernier match de préparation. Maintenant, c'est les matchs officiels et la CAN qui vont s'approcher. Alors, de l'équipe nationale, on passe à l'équipe du mondial U17. Alors, les Lionceaux ont reçu le drapeau national. C'est le nouveau ministre des Sports qui a remis le drapeau national aux Lionceaux qui vont prendre part au mondial prévu du 10 novembre au 2 décembre. Le Sénégal va évoluer dans le groupe D avec le Japon, la Pologne et l'Argentine. Nous allons écouter le ministre des Sports, Lat Diop, lors de la remise du drapeau aux Lionceaux. Après avoir décroché le titre de champion d'Afrique et une qualification à la Coupe du Monde des moins de 17 ans, notre équipe nationale de football s'apprête aujourd'hui à participer au joutes mondial prévu en Indonésie du 10 novembre au 2 décembre 2023. Un cadre idéal pour rappeler nos valeurs cardinales et galvaniser nos sportifs, soldats des temps modernes à la conquête de titres sportifs. À cet égard, chers Lionceaux, il convient de considérer qu'au-delà des attentes légitimes du peuple sénégalais, vous avez aussi l'honneur et le privilège de représenter le continent africain. En effet, après les forts moments de bonheur que vous nous avez fait vivre durant la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, nous attendons de vous que vous abordiez cette Coupe du Monde avec beaucoup de détermination, d'engagement, de combativité, pour porter haut le drapeau national pendant votre séjour en Indonésie. En plus de votre devoir vis-à-vis du peuple sénégalais, vous portez également les attentes du continent africain, ce qui constitue à la fois un honneur et un défi majeur, surtout dans le contexte actuel marqué par les brillants résultats que notre pays vient de graver dans les annales du football africain à travers 5 trophées continentaux engrangés en l'espace de 15 mois. Notre prochaine participation à la Coupe du Monde des moins de 17 ans constitue pour moi un prétexte pour réitérer les félicitations des plus hautes autorités à l'endroit de la Fédération sénégalaise de football pour les nombreux efforts et sacrifices consentis ces dernières années en vue de développer la pratique du sport au niveau des petites catégories. Alors justement, cette équipe des U17 qui a reçu justement le drapeau national des mains du ministre des Sports, Lat Diop. Alors on va continuer justement dans le domaine du sport avec justement le trophée des champions Génération Foot face à Teungueth FC. Oui, demain samedi à partir de 18h au stade de Lat Dior de Thiès, Génération Foot qui a remporté le championnat va faire face à Teungueth Football Club qui a remporté la Coupe de la Ligue. Le match est donc prévu demain samedi à partir de 18h au stade Lat Dior de Thiès. Une belle affiche entre équipe de Rufisque, on va dire, Génération Foot et le Teungueth Football Club. Alors, football, on continue, Ligue 1, Ligue 2, les lauréats sont connus. Lors de ce match, le trophée des champions, il sera procédé à la remise des distinctions pour la saison écoulée. Meilleur joueur de la saison, Jean-Louis Barthélémy Diouf de Génération Foot et Nabil Souma de Diamono de Fatick en Ligue 2. Meilleur buteur, Abdoulaye Kassama du Casa Sport qui est maintenant au joueur de Guédiawaye Football Club avec 12 buts et Abdou Aziz Cissé de l'Union Sportive de Ouakam. Les meilleurs entraîneurs sont Bala Djiba de Génération Foot et Moustapha Seck de l'Union Sportive de Ouakam. Meilleur gardien, Pape Mamoudou de Génération Foot et Khadim Diop de Diamono de Fatick. Meilleur manager, Marie Touré de Génération Foot, Babacar Ndiaye de Teungueth Football Club, Aswad de Stade de Mbour et Cheikh Seck du Djaraf. Le public fair play, donc c'est Rebedeb de Mbour. Meilleur jeune joueur, Jean Koté Gomis du Casa Sport et Mamoudou Lamine Diata de Oslo FA. Les trophées spéciaux seront donc décernés aux arbitres Maguette Ndiaye, Elhadji Malick Samba et Djibril Kamara. Très bien, il y a beaucoup de joueurs de Génération Foot qui ont été primés. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'équipe championne et puis ça montre aussi le travail qui est en train d'être fait depuis plus de 10 ans au niveau de Génération Foot. On a vu le gardien Pape Mamadou aussi, donc qui a sa place lui aussi en équipe nationale appelé avec les U20, qui nous a permis lui avec cet arrêt lors de la séance de tir au but face à l'Algérie de stopper ce penalty-là qui nous permet de devenir champion d'Afrique avec le Sénégal chez les U20. On a encore vu beaucoup de joueurs qui nous ont valu beaucoup de satisfaction. Amadou Diouf, aujourd'hui le capitaine des U17, on l'a vu, même également
Jean-Louis Barthélémy Diouf, qui est parti lui aussi en Ouganda. Donc beaucoup de joueurs de Génération Foot qui nous ont valu beaucoup de satisfaction durant cette saison, ce qui montre aujourd'hui que cette équipe-là a beaucoup de joueurs représentés au niveau de ces lauréats-là qui vont être sacrés demain entre Génération Foot et Teungueth Football Club lors du Trophée des Champions. Très bien. Et Monsieur Diop, bon, on voit un peu certains joueurs de l'équipe, des équipes de Ligue 1 et Ligue 2 partir un peu à l'international. Ils ont besoin justement de ces entreprises comme la CNO pour pouvoir supporter ces équipes et garder ces pépites-là au Sénégal. Effectivement, c'est l'idéal. Hein. Donc, nous sommes dans le Sénégal, nous faisons partie des acteurs qui doivent pousser au développement de tous les secteurs dans son ensemble, que ce soit pour l'emploi, que ce soit pour le sport, que ce soit pour les autres également domaines, le sport en particulier. Là, nous sommes en pourparlers avec un club historique en basket. On n'a pas encore fini les discussions pour voir comment les accompagner, être leur sponsor. Mais nous pensons, nous espérons que les discussions vont aboutir puisque nous sommes en contact permanent avec le président de ce club. Nous pensons que d'ici un temps assez réduit, nous allons pouvoir concrétiser ce projet-là qui nous tient à cœur. Nous sommes également en train de voir comment faire, parce que les Sénégalais aiment beaucoup les navetanes, les ASC notamment. On est en train de mûrir un projet, pour moi je ne suis pas trop développé, pour voir comment également accompagner certaines ASC au niveau des quartiers. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Gueye, vous regardez un peu la Ligue 1, Ligue 2, le championnat sénégalais? Bon, pas trop quand même, mais j'ai des informations un tout petit peu. Très bien. Mais sur le plan sportif, donc de la politique sportive d'une manière générale, je pense que la question qui a été posée, pourquoi Génération Foot, ça pose fondamentalement le problème de la formation et de l'encadrement dès la petite catégorie. Effectivement. Et on travaille sur un long terme pour pouvoir aboutir à bien détecter et à bien faire. Ces nouveaux talents, justement. Ces nouveaux talents. Je pense que cette politique-là, comme Génération Foot, c'est des structures, en tout cas, qu'il faut aider à leur mise en place dans le territoire pour qu'on puisse avoir des résultats comme ça sur le long terme. C'est une question de volonté politique et aussi de cohérence dans le processus de la formation et de la détection. Merci beaucoup pour la réaction. Alors, du football, on va passer au basketball. Alors, fin de la saison en National 1, un bilan satisfaisant qui a été tiré. C'est le président de la Fédération sénégalaise de basket qui tire un bilan satisfaisant de la saison écoulée et promet des innovations pour la saison à venir. Maître Baboucar Ndiaye, il faut démarrer le championnat dès le mois de décembre. Le voici. Une journée qui clôture la saison de basket en première division. Je suis vraiment très satisfait. Je remercie tout le monde, les arbitres, les commissaires, les membres de la fédération, les clubs également qui ont participé à cette compétition-là. Et peut-être donner rendez-vous maintenant pour l'ouverture de la saison prochaine au mois de décembre. Je pense que nous allons forcément avoir de courtes vacances pour pouvoir démarrer de tôt et vraiment pour l'année 2024 terminer à temps. Donc pour la saison prochaine, il nous faut, je pense, aller vers en fait une année de transition. Donc on va réfléchir au niveau du comité directeur pour faire en sorte que l'année prochaine qu'on puisse terminer au mois de juillet parce qu'il n'y a pas d'afro-basket, pour démarrer suffisamment tôt pour l'année 2024-2025 où il y a 2 afro-baskets masculins et féminins. Merci beaucoup pour cet élément, Abdoul Aziz Ban. Alors, on va finir avec le tennis, le tournoi international junior prévu à Dakar. La 7e édition du tournoi international de tennis junior de Dakar démarre donc ce 23 octobre à l'Olympique Club avec la participation de plusieurs tennismen d'une trentaine de nationalités. Ce tournoi réservé aux jeunes filles et garçons de 13 à 18 ans est destiné à la recherche de points qui permettent de pouvoir facilement entrer dans les tableaux de la Fédération internationale de tennis. J'espère qu'Alid Badrakan va inscrire mais j'aurais bien aimé, mais malheureusement, je suis dans une zone où il n'y a pas de cours de tennis. Mais il faut faire le déplacement. Non, on en a parlé, mais avant de participer à ce tournoi, il faut au moins fourbir ses armes, être régulier sur un cours de tennis, bénéficier d'un bon encadrement. Là, c'est adressé aux dirigeants du tennis. Hein. On fait du tennis une affaire de bourgeois. Tout à fait. Le tennis est... Non, mais c'est la réalité. Le tennis et le golf.
je pense que ne sont pratiqués que par une petite minorité de Sénégalais. Les autres voudraient bien. Quand mon fils m'a dit, papa, je veux faire du tennis ce jour-là, mais j'ai un peu rigolé, quoi. Je lui ai dit, mais malheureusement, mon fils, nous sommes à Tivaouane et dans la zone, j'ai beau prospecter plutôt, mais je n'ai pas vu de cours de tennis. Donc je pense que les dirigeants du tennis, là, le président Insa Diagne, voilà, je pense que vraiment, il faudrait penser à un modèle pour démocratiser la pratique du tennis au Sénégal. Elle sera démocratisée, Alioune Badara. C'est pourquoi le football reste mon sport préféré. Le sport le plus démocratique. Le tennis, pourquoi pas. Alors justement, on va rester avec toi, Alioune Badara Kane, avec la rubrique invitée juste après le jingle. On va enchaîner et ce matin nous recevons M. Ndiaye Diop, le directeur de la communication et des relations publiques à Sen'Eau. Alioune Badara Kane, c'est ça? Ndiaye Diop, certainement ça va faire plaisir à tous les adeptes donc, de la bande RFM, surtout ceux-là qui écoutaient fréquemment donc, Sud FM, cette voix mythique qui a certainement suscité pas mal de vocations dans ce pays. Et il a été l'un des premiers à démocratiser l'accès à l'information par sa donc, belle maîtrise du Wolof. Et jusque-là, maintenant, c'est devenu une banalité donc, dans toutes les rédactions du Sénégal. Et c'est un plaisir de le recevoir sur ce plateau. Vous êtes chez vous, sur votre plateau, donc Ndiaye. C'est ici que j'ai fait mon stage. Exactement, comme beaucoup de sessions. J'ai failli... de la famille. Et votre option, c'était la télé ou bien la radio? Radio. C'était la radio, voilà, votre passion. Et donc, il est là, mais en sa qualité de responsable donc, de la communication et des relations publiques de Sen'Eau. Sen'Eau qui communique souvent sur cette période cruciale qu'est la pique. Pourquoi plutôt la pointe est aussi cruciale pour vous de Sen'Eau? Qu'est-ce qu'il expliquerait bien, Ndiaye? En fait, la pointe, comme son nom l'indique, c'est un moment de pic de la consommation. Et c'est lié à plusieurs facteurs. Parce que la demande, elle évolue selon la température. Et comme vous le savez très bien, en ce moment-là, nous vivons une canicule assez sévère, assez pesante sur l'ensemble du territoire. La température oscille souvent entre 30 et 34 degrés pendant la journée. Et ça crée aussi un appel à la consommation en eau qui peut aller entre 10 à 30% de plus. Et c'est ce qui fait que malheureusement, il y a ici et là, dans certains quartiers, identifiés de par leur position géographique, de par la configuration du réseau, peuvent par moment éprouver quelques difficultés à être alimentés en permanence. Et c'est ça la pointe. Et donc, à Sen'Eau, pendant ces moments-là, on en a, c'est saisonnier, 2 par an. Là, c'est en octobre, qui est très sévère, c'est en octobre où les Sénégalais consomment le plus d'eau. Ensuite, à partir de la fin mai, jusqu'en juin, juillet, il y a un petit répit. Après, ça reprend en octobre, début décembre. Là, on en a par exemple 10 à 15 jours à tirer encore, difficilement. Et donc, pendant ces périodes-là, vous entendez souvent des quartiers comme Yoff, comme Djamalai, comme Sikapmbao, comme d'autres quartiers qui crient pour dire oui, non, nous, l'eau arrive à 2 heures, l'eau n'arrive pas de la journée. Et c'est ça qui fait que nous, à Sen'Eau, chaque fois que ces périodes-là viennent, on essaie d'expliquer aux populations que c'est passager, certes, mais que nous avons pris les devants, que nous nous sommes organisés pour faire de sorte qu'aucun quartier ne puisse rester plus de 24 heures sans avoir accès à l'eau. Mais le Sénégalais, il aime le confort, il aime la modernité, il veut avoir de l'eau en permanence, H24 comme on dit dans le jargon. Et donc, vous avez beau par moment leur expliquer, ils vous diront toujours, je veux mon eau 24 heures sur 24. Et une eau de qualité. La réalité, pour certains quartiers, c'est difficile à gérer, mais nous faisons de sorte qu'aucun quartier ne puisse rester plus de 24 heures sans avoir accès à l'eau. Mais là, vous n'avez cité que des quartiers de Dakar. Est-ce à dire que le problème ne concernerait que la presqu'île du Cap-Vert et qu'en région, il n'y a pas tellement de pression en région aussi, sur la distribution de l'eau? En région aussi, il y a des quartiers qui sont ce qu'on appelle sous stress par moment hydrique. Par exemple, là, à Thiès, il y en a, je pense que Ban qui est de Thiès, il y a des quartiers, où, par exemple, comme Medina Fall,
Extension. Là-bas, vous avez parlé de stress hydrique. Voilà, hydrique, mais là, c'est un stress permanent. Ça, c'est Aline Benarakan. L'eau est un luxe pour Médina Fall Extension et c'est depuis plusieurs années. Donc, à chaque fois que j'ai un interlocuteur de Sen'Eau, je réitère la demande des populations. La solution existe déjà. Les ouvrages sont déjà réalisés. Il reste maintenant ce qu'on appelle la mise en service. Il y a juste quelques petits réglages puisqu'il faut faire des tests, il faut vérifier, revérifier, éprouver l'ouvrage et voir également les incidences que ces mises en service peuvent avoir sur les autres. Puisque si aujourd'hui, si on donne de l'eau à Médina Fall, parce que vous avez vu, il y a un château d'eau. Ouais, on l'a vu, hein, qui est là-bas. Qui domine le paysage, mais on attend toujours le liquide précieux. C'est possible de le faire actuellement. Mais il faut faire ce qu'on appelle l'étude qui a déjà été faite. Quelle est la conséquence de sa mise en service sur les autres? Parce qu'on ne peut pas donner de l'eau à Médina Fall pour déstabiliser les autres. On veut avoir le juste milieu, le bon tuning, comme on dit, l'équilibre, comme il dit, pour faire de sorte que, même si on améliore Médina Fall, les autres quartiers ne vont pas souffrir. C'est juste une question de jour entre la SONES qui a déjà réalisé l'ouvrage et la Sen'Eau qui doit l'exploiter. Nous pensons que bientôt, très bientôt, puisque même il y a un renfort avec un nouveau forage qu'on appelle le F16, qui va venir en renfort pour pouvoir essayer de nous sortir de cette incertitude que nous pourrons avoir normalement si le R8, qui est un château d'eau, est rempli, commence à distribuer, est-ce que les autres ne vont pas être déstabilisés? Voilà un peu pour le moment ce qui se passe, mais nous avons pris les dispositions, notamment sur le terrain avec nos collaborateurs, qui passent la nuit sur le réseau. Au moment où je vous parle là, il y a des équipes de SONES, de Sen'Eau, qui sont à Méré, qui passent des nuits depuis quelques jours pour que la phase 2 de Keur Momar Sarr soit une réalité. Parce que Keur Momar Sarr 3 était programmé pour amener à Dakar 200 000 m3 jour. La première phase qui a été mise en service en avril 2021 a été éprouvée et a quand même permis à bon nombre de quartiers de sortir des manques d'eau. La deuxième phase qui va encore apporter 100 000 autres mètres cubes par jour, on est en train de vérifier sur les réseaux, sur les ouvrages, sur les accessoires, quel est l'impact. Parce que c'est une pression énorme. Effectivement. Parce que si vous entendez par exemple que la pression de l'eau dans les conduites se détermine en termes de bar, quand on parle de bar, c'est un jet d'eau vertical de 10 mètres. Très bien. Oui, bar. C'est un jet d'eau vertical, pas incliné, mais vertical, de 10 mètres. Et c'est cette pression-là qu'on doit amener à Dakar. Il faut donc avoir de solides ouvrages, de solides conduites pour pouvoir supporter tout cela. Et c'est ça que les gens sont en train de vérifier pour se dire que c'est possible. On l'a commencé depuis avant-hier. On va l'éprouver pendant une semaine, quelques jours, pour voir est-ce que réellement il n'y a pas d'enjeu ou d'impact sur les ouvrages qui sont là. Parce que si ça vient, je rappelle un souvenir un peu difficile. En 2013, avec le Momar 3, parce que c'était une pression qui avait fait sauter la conduite. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Moi, j'avais une question par rapport à la facturation. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques années en avant, on payait vraiment pas trop cher l'eau, vers 1 000 francs, 2 000 francs CFA. Et on a l'impression que les factures sont continuellement en hausse. Est-ce que c'est normal? C'est juste une impression. Heureusement que vous parlez d'impression. Je sécurise. Vous lui tendez une perche, là. La réalité est que entre la Sen'Eau et les clients, il y a un arbitre nommé compteur. D'accord. Comme son nom l'indique, il compte un fluide qui passe. Et cet arbitre est chez les clients, pas chez nous. Très bien. Et que le client a la possibilité tous les jours de vérifier est-ce que ce qui lui est facturé est réellement consommé. Très bien. Ça, c'est un premier palier. Le deuxième palier, je viens de vous dire qu'on a mis en service Keur Momar Sarr 3. On a mis en service également d'autres ouvrages de production. Ce sont donc de nouveaux volumes, des volumes supplémentaires qu'on a injectés dans le réseau. Et ces volumes ne sont pas jetés dans la nature. Ils ont été consommés par les Sénégalais, par les consommateurs. Ce qui veut dire donc que l'habitat actuel des Sénégalais
est en train de changer parce que le Sénégal aime la commodité, il aime le confort. Actuellement, dans plusieurs maisons, si vous entrez en dehors du salon, toutes les autres chambres ont des salles d'eau. C'est vrai. Et je vous donne juste cet exemple. Et ils veulent l'équiper, si c'est les toilettes, en chaise anglaise. Et malheureusement, une bonne partie des Sénégalais, je vais dire des Indiaïens, comme ce sont mes cousins à plaisanterie, ne vérifient pas ou achètent du matériel qui se dégâte très rapidement. Avec et donc, des fuites surtout. Et la nuit souvent, quand personne ne consomme presque, l'eau a tendance à aller là où elle peut passer. Et donc, si vous êtes au niveau du réseau de l'ONAS, vous n'allez pas vous en rendre compte. Ou bien votre fosse septique se remplit très rapidement parce que l'eau coule. Et à chaque fois que quelqu'un tire une chasse d'eau, au minimum, c'est 5 litres d'eau qui est partie. 5 litres 5 litres, minimum. Hein. Ça consomme beaucoup d'eau. Hein. Vous êtes 10 dans la maison et chacun y va au minimum 5 fois. 5 fois, sans compter la douche. Donc, c'est 5 fois plus 10, multiplié par 10, multiplié par le nombre de personnes. Et donc, vous verrez que au total, vous pouvez vous rendre compte exactement combien vous consommez vous-même personnellement par jour. Donc, ce qui veut dire que le client, nous, ce qui détermine la facture, c'est sa consommation personnelle, c'est aussi son installation. D'accord, très bien. Et puis avoir le réflexe de vérifier de temps en temps son installation, ou bien ses installations. Par exemple, tout le monde a maintenant ça. Si on a ces moyens-là. Tout le monde a hier, ça. j'ai passé toute la journée avec un ouvrier. Je vais juste vous donner une petite astuce. Voilà, refaire en fait une partie Avant de de mes vous coucher, installations. si vous fermez vos robinets et tout, allez du côté du compteur, faites une photo avec votre portable pour bien voir l'index. Et le lendemain, vous, comme vous réveillez tôt, revenez refaire la même photo. Est-ce que l'index a bougé? Si l'index a bougé, vous êtes en train de perdre de l'eau. Voilà, il y a une fuite quelque part. Mais êtes-vous rassuré par ces explications de Sen'Eau en tant qu'usager, monsieur Gueye? En tant qu'usager, je vous ai vu remuer un peu la tête, un peu dubitatif. La dernière question, donc, la fuite, moi je l'ai vécu parce que c'est avant-hier. Hein. Oui, c'est ça. J'ai fait appeler le plombier parce qu'on m'a téléphoné, me dit que la Sen'Eau a déposé des trucs. Bon, il y a un compteur qui tourne à... Quand on a vérifié, c'est la fuite au niveau d'un des appartements. Et ça en fait 75 mètres. C'est vrai, c'est ça. Il y a ce problème-là. Mais la question, moi, que je pose, c'est les factures, madame l'a soulevé, bon, c'est élevé. Vous avez essayé d'y répondre. Oui, donc... Je n'ai pas essayé, j'ai répondu. Bon, vous avez répondu. Bon, ça peut être le problème. Est-ce que moi, je suis convaincu? Je pose des questions, ça va, effectivement. Au niveau de la lecture de la facture, on le comprend. On te dit quelquefois, bon, au-delà de telle consommation, le prix unitaire, ça change. Mais moi, je ne me retrouve pas. En tout cas, ce que je constate, c'est que les factures, en tout cas, sont vraiment salées. Maintenant, le problème de manque d'eau, moi, je suis à Apexi 1, il y a de cela 15 jours, non, pas même 15 jours, 10 jours, les femmes de salle qui étaient venues pour nettoyer n'ont pas eu d'eau. Ça rejoint ce que vous avez dit. C'est la semaine passée, à Yoff Apexi 1. Au parcelle aussi, bon, toujours au courant du mois d'octobre, là, je suis à unité 25, on est resté 2 jours sans eau. Bon, 2 jours sans eau. Peut-être ça explique. Vous l'avez expliqué. Mais je pense que le problème fondamental, c'est le départ, c'est la quantité d'eau qui est offerte et qui est infime par rapport à la population d'une manière générale. Et les ouvrages qu'il y a là-bas, je pense que... Il faudrait les agrandir. Il faut les agrandir. Bon, le problème ne doit pas se poser. Avec KMS3, ça constitue un élément vital dans la société. Bon, une reprécision. En principe, l'État du Sénégal, il faut le reconnaître, fait beaucoup d'efforts pour le secteur, pour l'accès à l'eau. Parce que l'objectif de l'État du Sénégal est ce qu'on appelle l'accès universel à l'eau. Présentement, en milieu urbain et périurbain, on est à un taux de 98,5%. L'État doit encore faire des efforts pour ça. Je reviens juste par rapport à la facture. Très rapidement. Très rapidement. C'est déterminé par des tranches. Une tranche sociale qui est à 202 francs le mètre cube. Mais aussi une tranche dite pleine.
qui est actuellement à 697,5 francs le mètre cube. Et aussi une tranche dissuasive qui est actuellement à 878,35. Plus vous durez sur la troisième tranche, plus la facture sera chère. Très bien. Il faut donc faire attention à la consommation. Ok. Merci beaucoup pour ces précisions. Ndiaye Diop, restez avec nous avant la fin de cette émission. Vous aurez à nouveau droit à la parole pour peut-être revenir un peu sur les actions sociales de Sen'Eau, surtout dans le cadre de la lutte contre le cancer. Donc, on peut accorder directement la deuxième partie à M. Gueye. On va passer un peu au clip du jour. On passe au clip du jour, après on revient. Ok, super. Très bien, tout de suite, soufflons un peu en musique. Je vous propose de suivre le clip du jour. C'était le clip du jour proposé par la réalisation. Marfoul Diop nous a proposé ce matin du Youssou N'Dour. En parlant de rédaction, je vous propose tout de suite de passer au journal proposé par la rédaction de la RTS. On se retrouve tout de suite après. La tenue de cette session du COMIAC marque notre engagement renouvelé. Fin de citation. De retour en plateau, Aline Badara Kane, on va redonner justement la parole à notre invité du jour. Il s'agit de Monsieur Gueye. Bon, un Gueye face à une séquelle. Non, on va redonner la parole. Juste sur l'action de Sen'Eau par rapport à la lutte contre le cancer, avant de céder sa place. Voilà. Oui, en fait, nous comptons, Inch'Allah, mercredi prochain, 25 octobre, apporter notre pierre à l'édifice dans le cadre de la sensibilisation de la lutte contre les cancers du col de l'utérus et du sein pour préserver des vies. Parce que la femme, c'est la vie et des milliers d'entre elles en souffrent et en meurent. Nous voulons leur offrir à 300 d'entre elles la possibilité de se faire dépister et également de se faire suivre. Donc, nous appelons les femmes qui sont dans l'entourage immédiat de l'entreprise ou qui peuvent venir de la banlieue, voire des régions, pour venir se faire dépister gratuitement et se faire suivre gratuitement parce que c'est dans le cadre de notre responsabilité sociale d'entreprise pour pouvoir leur permettre de suivre leur état de santé et de les sensibiliser puisque nous comptons également faire une petite causerie sur comment faire pour se prémunir de cette maladie. Et ce sera où? À la Sen'Eau même, au siège à Anne. À Anne. Oui. Il faut venir directement et spontanément? Oui, il n'y a rien. Vous venez juste, les médecins sont là, il y a une équipe. Nous travaillons avec la LISCA, donc, qui est quand même en première ligne dans le cadre de cette sensibilisation. Et nous sommes en partenariat. Nous comptons au moins faire bénéficier à 300 femmes de cette campagne de dépistage et de sensibilisation contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Merci. Très bien, merci beaucoup. Et félicitations pour cette belle initiative. Je rappelle que vous êtes justement le directeur de la communication des relations publiques de la Sen'Eau. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et on va continuer avec la rubrique invitée avec Monsieur Alioune Gueye, un Gayen. Moi, j'aime bien quand les Gayens sont en plateau. Il est orthophoniste et il vient à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation sur le bégaiement. Alioune Badara Kane, c'est à voilà, un Gayen très, très disponible pour ces personnes-là qui vivent avec le bégaiement. On sait que ce n'est pas facile pour certaines
d'entre elles, hein, surtout en société, souvent, bon, on se permet certaines petites moqueries et ce qui fait que ça les freine dans leur épanouissement socio-professionnel. Je pense qu'on a besoin plus que jamais quand même d'orthophonistes, mais il y en a peu au Sénégal pour bien prendre en charge en tout cas cette couche un peu vulnérable. Et d'ailleurs, vous les représentez sur ce plateau, hein, parce que quand même vous êtes le relais de cette association, l'association en tout cas qui œuvre pour une meilleure prise en charge du bégaiement que dirige notre ami le très dynamique donc Bachir Dien, à qui nous renouvelons en tout cas toutes nos félicitations. Alors le thème retenu cette année par rapport à cette journée internationale de sensibilisation, Monsieur Gueye, reste donc porte sur voilà tous différents, chacun son chemin. Que sous-entend ce thème-là? Alors, le thème sous-entend qu'il y a autant de bégaiements que de personnes, parce que les manifestations varient la symptomatologie de bégaiement varie d'une personne à une autre. Donc, et que chacun, selon son expérience et selon son parcours, en tout cas, va avec sa parole et sa communication. C'est pourquoi, donc, le thème de cette année, tous différents et que chacun sa manière de faire son chemin. Voilà. Donc, oui. Comme je disais, bon, le bégaiement, même s'il y a des dénominateurs communs par rapport aux 3 formes classiques qui existent, chacun le manifeste d'une manière personnelle et individuelle. Donc, il y a plusieurs formes de bégaiement. Oui. Il peut revêtir plusieurs formes? Le bégaiement peut revêtir 3 formes classiques. 3 formes classiques. La première forme, c'est lorsque dans la parole, on a un accès de tonicité dans la réalisation des mots. Donc, on dit que là, on a un bégaiement tonique parce que le sujet fait beaucoup d'efforts, comme s'il luttait avec les mots, suite à des blocages, en tout cas sur le plan de la réalisation, il fait des efforts. Et quand il fait des efforts, le bégaiement est caractérisé et typé bégaiement tonique. Il y en a d'autres la deuxième forme de bégaiement, c'est lorsque le sujet, par rapport au temps de réalisation donc, du mot, de la syllabe, il exagère la durée par des signes de répétition. À partir de ce moment, donc, il répète comme une sorte de clonicité, et à partir de ce moment, on dit que le bégaiement il est clonique. Donc c'est la deuxième forme. La troisième forme que nous avons, c'est le bégaiement mixte, où c'est chez le même sujet, il lutte, il exagère le temps de réalisation, mais aussi la tonicité dans la réalisation articulatoire, il l'augmente. Alors, à partir de ce moment, donc ce sont ces 3 formes classiques que l'on retrouve tant maintenant chez la petite catégorie, les enfants, que chez les sujets adultes. Alors, sur le plan scientifique, j'imagine que des recherches ont été bien faites. Entre-temps, il y a eu des avancées. Alors, qu'est-ce qui expliquerait bien le bégaiement? Les raisons, est-ce qu'on peut également être bègue parce que tout simplement son parent l'a été? C'est héréditaire ou pas? Bon, de toute façon, c'est héréditaire, on le prend entre guillemets, mais ce dont on est d'accord, c'est un trouble neurodéveloppemental et que c'est génique. Bon, maintenant, quand c'est génique, cela veut dire que peut-être le sujet peut présenter des prédispositions et n'attend que des facteurs déclenchants pour manifester le bégaiement comme... Par exemple, le stress? Le stress, l'angoisse, la mauvaise estime de soi, bon, la peur du homme, parce que le bégaiement en soi, c'est un trouble de la communication. Le bégaiement n'apparaît que lorsque il y a l'autre. D'accord. Donc, c'est pourquoi on définit comme trouble de la communication. Quand on parle seul, quand on chante, on ne bégaye pas. Mais il suffit simplement qu'on soit dans des positions de communication émetteur-récepteur et qu'entre vous deux, il y a quelque chose, un message, le bégaiement se manifeste. Alors, peut-être un parent qui... allez-y, je vous en prie, je ne vais pas monopoliser la question. Une question autour, justement, des causes du bégaiement, mais avant cela, je voudrais remercier vraiment Monsieur Ndiaye Diop de nous avoir justement honoré de votre présence. Le groupe ROUF 44 va prendre votre place. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation de ce matin. Je vous laisse tout simplement venir et vous installer. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des causes justement du bégaiement. Alors, au-delà de ces causes-là, est-ce qu'il y a des signes qui préviennent ce bégaiement-là?
Alors, chez le petit enfant, le petit garçon, la petite fille, donc à la petite enfance, c'est lorsque, par exemple, vous voyez que l'enfant fait des efforts pour sortir le mot, lorsque l'enfant hésite, et qu'au niveau du rythme donc, et du débit de sa parole, c'est saccadé. Lorsque, par exemple, il manifeste certains signes accompagnateurs comme la fixité du regard ou bien une tension au niveau des muscles du cou. Donc ça, c'est des signes apparents qui montrent qu'effectivement, le sujet est en train de faire des efforts, alors que parler est tellement naturel que ça ne devrait pas demander des efforts. Donc à ce moment-là, on doit aller voir un orthophoniste. Là, à partir de ce moment, il faut bien aller voir un spécialiste de la parole, comme les orthophonistes, pour voir est-ce que ces signes d'alerte ne prédisposent pas à l'installation des bégaiements. Mais on ne guérit pas du bégaiement. On ne peut qu'améliorer peut-être... Bon, guérir du bégaiement, moi je garde la positivité en disant toujours qu'on peut guérir du bégaiement. Guérir du bégaiement, c'est arriver d'avoir une accommodation avec sa pathologie. C'est-à-dire, donc, d'abord, quand on est bègue, la première chose, c'est d'accepter son statut de bègue pour ne pas aller vers un bégaiement caché. Et à partir de ce moment, avoir des moyens palliatifs qui vous permettent, dans une situation de communication, d'être beaucoup plus centré sur votre contenu que sur la manière de dire le contenu. Et à partir de ce moment, vous êtes à l'aise. C'est comme ça que j'explique, par exemple, que des bègues arrivent à être des personnes de haut niveau et que sincères dans la société et dans leur profession. Et on a même des exemples de réussite professionnelle avec Halima Gadji, qui s'est confiée ici. Dans tous les corps de métier, on retrouve ces pathologies et les gens ils vont de haut niveau, que ce soit au niveau de l'enseignement universitaire, au niveau donc dans d'autres domaines. Mais si on peut arriver à ce stade, si vraiment, dès que le bégaiement, des manifestations de bégayage donc, se font sentir, en tout cas, aller vers la prise en charge. Et notamment la prise en charge au niveau de la petite enfance pour en tout cas avoir cette approche de précocité, d'intervention qui vont en tout cas impacter sur le devenir donc, du sujet. Mais pour cela, il faudrait des spécialistes. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Non, malheureusement, le ratio pour le Sénégal est très faible. On fait bientôt 17 millions, alors qu'on est 7 orthophonistes. 7 orthophonistes. Alors, faites la division. Donc, nous sommes... Il y a peu d'orthophonistes. Depuis 2 ou 3 ans, la formation commence à se faire au Sénégal, mais encore, c'est au niveau de l'enseignement supérieur privé. Ça pose le problème de l'accès des moyens. Et je pense que l'État devrait, dans la politique sanitaire, en tout cas, essayer d'aider à la mise en place de structures de formation publique d'orthophonistes pour qu'on puisse résoudre cette question. Donc, les spécialités, comme dans toutes les spécialités, en tout cas, c'est moindre. Hein, et dans le domaine de l'orthophonie encore, c'est plus criard. Aziz. Concernant toujours les enfants, est-ce qu'il peut arriver aujourd'hui qu'un enfant copie, surtout dans son entourage, il y a quelqu'un qui est bègue, surtout à l'école? Parce que moi, j'ai connu un exemple comme ça. Un enfant qui n'était pas du tout bègue, mais avait un camarade de classe qui bégayait, et il a commencé à copier. Alors, copier peut arriver plutôt à de la simulation. Moi, je ne crois pas. J'ai dit que, en tout cas, d'après mon expérience et ce que j'ai vu, en tout cas d'un point de vue historique, lorsque je fais des anamnèses, même si c'est dans les générations lointaines, toujours dans le bégaiement, que ce soit côté père, côté mère, il y a des problèmes de langage. Donc je crois fermement que imiter quelqu'un, bon, souvent les parents me disent, bon, il a un copain comme vous, de classe mais je pense que celui qui développe un bégaiement a des facteurs prédisposants. Au niveau des 2 branches. Parce qu'il y a de cela peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années,
avec le soleil, il disait, je fais pas le truc, rien ne prouve que le bégaiement est héréditaire. Mais aujourd'hui, si vous faites bien l'enquête, en tout cas, vous voyez que dans une famille, branche paternelle ou bien branche maternelle, quand il y a des problèmes de parole, de langage, que ce soit une parole rapide type tachyphémie ou bien une parole lente type bradyphémie ou bien des problèmes d'articulation, souvent on est dans le conglomérat donc des problèmes de communication et de parole, parmi lesquels le bégaiement. Mais le bégaiement comme ça, en couple, non, je n'y crois pas. Très bien. Et vous avez une question d'un internaute, il s'agit de Tierno Sarr de Saint-Louis qui dit « Le bégaiement m'a empêché vraiment d'être journaliste. C'est un handicap, c'est handicapant, je maîtrise mes mots, mais la prononciation fait défaut. Quand la syllabe est lourde, c'est un problème. Que faut-il faire? Que faut-il faire au Alors, comme je l'ai dit, comme il l'a dit, hein, le bégaiement à un certain moment, bon, peut être handicapant. Parce que j'ai vu beaucoup de patients de haut niveau, ou bien qui ont le profil, bon, pour qui la demande d'emploi n'a pas eu de suite. Et que même récemment, ces 2 dernières années, j'ai reçu en tout cas des personnes qui venaient pour une attestation de non-bégaiement, ce qui m'a fait tiquer que moi je ne délivre pas. Parce que même pour dire que quand on demande attestation de non-bégaiement, cela veut dire qu'on est déjà dans la ségrégation, dans la sélectivité. On n'est plus dans la différence et dans l'acceptation de la différence. Alors, malheureusement, ce qu'il a dit, certaines professions, notamment les professions où le locus est bien demandé comme la parole, hein, il faut avoir une bonne maîtrise donc, de son articulation, de sa parole, de sa fluidité pour pouvoir exercer certains métiers. Pour pouvoir y accéder. Hein. Ça, c'est la société. Mais moi, je n'y crois pas. Dans chaque métier, hein, le bègue doit pouvoir accéder à n'importe quel métier si on accepte la différence de l'autre. Parce que, par exemple, celui qui bégaye, quand on ne lui met pas la pression du temps, c'est son tour de parole. Parler, c'est tour de rôle. C'est son tour de rôle. Soyez patient. Laissez-le. Ne lui mettez pas la pression du temps. Il place son mot. Mais quand vous le rassurez sur ça, mais il peut faire n'importe quel métier. Très rapidement, une question qui m'intrigue et qui a intrigué plein de monde, comme Abdelaziz Ben. Alors, on parlait tout à l'heure de Feu Chonsek, qui était bègue, mais quand il chantait, il ne bégayait pas. Qu'est-ce qu'il explique? Alors, parce que dans la chanson, dans la récitation, par exemple, on ne bégaye pas parce que là, on est beaucoup aidé par la mélodie et le rythme. D'accord, très bien. Alors, c'est qu'on retrouve dans le chant. Mais quand c'est dans l'interview, quand c'est dans le récit, quand c'est dans les spontanéités comme ça, quand c'est à l'improviste, le sujet bègue a des difficultés pour entamer. Mais quand il est dans ce qu'il connaît par cœur, comme ce qu'on appelle les mélodies, les automatismes comme compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou bien réciter quelque chose qu'on connaît par cœur. Bon, à partir de ça, c'est le rythme et la mélodie qui aident. C'est pourquoi on a des chanteurs qui chantent, quand ils chantent, ils ne bégayent pas. Mais quand ils sont dans la conversation, à bâton rompu, des manifestations de bégayage peuvent se faire sentir. Merci beaucoup. Et il nous a rejoint en plateau. Monsieur Gueye, pour ces éclairages. Abdou Faye. Restez avec nous. Abdou Faye, membre justement du groupe Rouf 44. Alors, pourquoi Rouf 44? Bonjour d'abord, bonjour tout le monde, bonjour les téléspectateurs. Pourquoi Rouf 44? Rouf 44, ça nous vient de nos aînés qui étaient rappeurs avant même qu'on ne devienne rappeurs, nous. D'accord. Ouais, c'est eux qui nous ont inspiré le nom Rouf 44. Parce que Rouf, ça veut dire... c'est du polar, quoi. C'est un mot en polar. Rouf, ça veut dire extérioriser, faire sortir. Et le 44, ça nous vient de nos aînés, de BMJ 44, les Matadors et autres, et tout ça. C'est aussi pour rendre hommage à nos tirailleurs. Tout le monde sait ce qui s'est passé à Thiaroye en 1944. C'est en quelque sorte pour leur rendre hommage qu'on a mis le 44 après les Rouf. Très bien. Alors,
un fake qui prend Rouf comme nom de groupe. Heureusement. Il a pensé que c'était Rufus. Heureusement qu'on a posé la question. Heureusement qu'on a bien fait d'avoir posé la question. Donc, Rouf 44, donc, il nous vient précisément de la banlieue dakaroise, surtout Thiaroye. Et non Rufisque. Hein? Ok, 44, ça fait référence donc. Mais le producteur, il habite Rufisque. Ok, donc c'est un hommage que vous rendez donc à ces braves tirailleurs. Voilà, injustement assassinés, hein, donc ici au Sénégal. Alors, vous venez de sortir votre premier album, hein, First Round. Round, voilà. J'ai comme l'impression que je suis sur un tapis de boxe là, sur le ring. Pourquoi First Round? First Round parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un groupe de Thiaroye sortir un album. Et ça fait longtemps depuis les BMJ 44. Il n'y avait plus de groupes qui avaient sorti un album. Donc le First Round, ça arrive et ça arrive pour faire un coup, pour donner un coup au game, quoi. Au game, pour leur montrer que vous êtes arrivés. Et Thiaroye est toujours là. Pour montrer que nous ne sommes pas morts. Thiaroye a toujours eu du rap, hein, parce que Matador, on a pu le présenter, le grand groupe BMJ 44. Hein, également. On a fait un son avec lui en hommage aux tirailleurs de Thiaroye. Même s'il est beaucoup plus dans le business maintenant, votre aîné là. C'est par rapport au rap, comment est-ce qu'aujourd'hui vous comptez faire pour redonner au rap son lustre d'antan? C'est pas quelque chose de facile parce que le rap, vous savez, ce n'est plus ce qu'il était. Que c'était avant. Hein. Ouais, ce n'est plus ce qu'il était avant. Surtout pour les groupes de rap qui font du hardcore comme nous. C'est plus facile maintenant pour les autres comme les Ngaka Blindé, les Deep Dundugis qui font du rap plus mélodique, plus commercial, on va dire. Commercial, c'est ça. Moins orthodoxe. Et vous êtes dans l'orthodoxie. Mais à un moment donné, il va falloir penser peut-être aux revenus. Ou bien on pense changer en mélodie, évoluer. Mais pour l'instant, on est plus concentré sur le hardcore et tout ça. Mais dans le futur, on passe évoluer vers autre chose et tout ça. Alors, c'est quoi le nom de votre prochain album? Le nom du prochain album, on n'a pas encore. C'est ça, mais il faut déjà faire la promotion de celui-ci. D'abord, faire écouler ça. Celui-ci de votre premier album, c'est quoi le nom? Le nom du premier album, First Round. C'est First Round. C'est First Round. Et les morceaux fétiches dans First Round, les thèmes abordés pour des jeunes de la banlieue? Il y a beaucoup de thèmes comme la drogue, il y a Talibé, il y a Africa, il y a Kangfori. C'est un son de Mère Marème Fall. Le fameux son de Kangfori qu'on a samplé pour faire un hommage à nos Kangfori et tout ça. Tu connais un peu le sample? Ah, mais bien sûr. Ah, mais si, le son là, c'est bien sûr. C'est les mélodies qu'on Cette grande cantatrice, pratiquement cette dame qui aurait pu faire une carrière extraordinaire s'il avait bénéficié d'un bien meilleur accompagnement de son vivant. Très bien. Alors, malheureusement, on l'a connu sur le tard, vers la fin. Malheureusement. Voilà. Alors aujourd'hui, en tant qu'artiste rappeur, c'est un peu dur quand même avec cette nouvelle génération de faire du hardcore. Comment est-ce que vous allez accrocher justement cette nouvelle génération? Parce qu'ils sont vraiment dans l'afrobeat, ils vont même plus loin avec du mbalar wolof, du rap mbalar. Alors comment est-ce que vous allez faire pour accrocher cette nouvelle génération? Parce qu'ils ont quand même un style assez décalé. Nous, en tout cas, on est dans ce qu'on fait et on ne cherche même pas à les accrocher. On fait ce qu'on fait et on cherche un chemin autre que leur chemin, quoi. Parce qu'on ne peut pas avoir le même chemin parce qu'on ne fait pas ce qu'ils font. Le hardcore aussi a son public. Ça peut être une stratégie aussi. Le hardcore aussi a son public. On a eu à faire un concert au Centre culturel français et on avait rempli la salle. Très bien. Avec le festival Yaka Zen Talent de Rufisque. On était les invités. C'est là-bas qu'on a rencontré Safwan Pendra. Et on a rempli la salle et
là, on doit avoir un concert le 31 octobre. 31 octobre ici? À Pékin, ouais. Au centre culturel Léopold Senghor de Pékin. Très bien. Ouais, ils ont même vous avez votre... Bien sûr, le Hardcore a son public. Hein. C'est vrai que l'ancienne génération dit souvent qu'on a perdu un peu les valeurs du rap. Avec et c'est ce qu'il ressuscite à travers donc, cette génération-là. Il faut ressusciter justement le rap, Galsen. Alors, je vais faire intervenir notre invité du jour. Alors, le rap, il faut parler distinctement, articuler quand on fait du rap. Vos impressions par rapport à ces rappeurs? Bon, par rapport à... Donc, c'est de les encourager, bon, parce que je suis pour l'émergence de tous les talents. Donc, dans leur domaine, ça permet de hisser les valeurs culturelles. Mais dans ce qu'ils font, bon, moi j'écoute beaucoup plus les messages, hein, les messages qu'il y a. Et dans ces messages qu'on donne, comme on dit, nous en tant qu'orthophonistes, il faut les donner d'une manière très claire, hein, d'un point de vue rythme et débit, mais aussi d'un point de vue articulatoire pour qu'on puisse bien le comprendre et le saisir. Hein. Donc, tous nos encouragements par rapport aux initiatives, mais aussi par rapport au foisonnement que ces jeunes font dans leur domaine où ils ont des talents. Et on doit les aider et les accompagner, en tout cas pour qu'ils puissent donner le maximum d'eux-mêmes. Bon, pour le bénéfice de tout le monde. Bon, en termes de musique, je suis plus classique, sûr. Mais je suis... Vous êtes ouvert au rap. Oui. Mais au niveau, surtout, bon, pas au niveau de la mélodie, mais c'est au niveau de, comme j'ai dit, du message et des paroles du texte. Dans le rap, les textes sont beaucoup plus profonds que chez nos amis Malakman. Dans leur signification, dans leur compréhension. C'est beaucoup de messages qui sont véhiculés à travers le rap. C'est extrêmement important. Et je pense qu'ils font du bon travail. Bien sûr. C'est très engagé. Je pense qu'il faut continuer dans ce chemin-là. Et je le disais tout à l'heure, il faut parler distinctement, mais il faut avoir du flow, du rythme. Et oser également. Et quand je parle d'oser, parlons du clash. Qui permet le clash, quoi. Je pense que ça permet également de mieux vendre le rap. Et puis vous êtes frontalier d'un quartier qui dernièrement, dont le porte-étendard sur la scène hip-hop a essuyé un clash assez hot. Venant de Mbour, bon, Baba Ndiaye. Ara contre Baba Ndiaye. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez donc du clash? Doit-on l'encourager pour que les gens puissent s'intéresser davantage, pour qu'on puisse s'intéresser davantage au rap, quoi? Le clash est quelque chose qui a toujours fait partie du hip-hop. Et c'est quelque chose qui redonne vie au hip-hop. Parce que tout le monde peut le constater avec les vidéos qu'ils font et tout ça. On voit leur vie. Et le buzz que ça fait, tout le monde en parle. Et d'ailleurs, Baba Ndiaye, il a reçu un coup, je le disais tout de suite. Il m'a dit, pourquoi Baba Ndiaye, personne ne l'entend. Je lui dis qu'il a reçu un coup, qu'il ne... Il avait promis de répondre au bout de 48 heures. Avant 48 heures, il avait promis de répondre. On lui laisse le temps de se réveiller. Mais ça fait plus de 48 heures, là. Il a pris du lourd, mais j'espère qu'il va revenir plus fort. Et donc, tous les Guédiawaïs comme lui, actuellement, sont groggy. Donc, 7h59. Alors, on va... Réveillez-vous. On va finir ce magazine très rapidement. Donc, juste sur ces perspectives de carrière, vos perspectives de carrière, vos ambitions, une éventuelle tournée sur l'international. Oui, on prévoit d'abord une tournée nationale d'abord. On a beaucoup de dates à venir, mais la première date, c'est le 31 octobre. C'est le 31 octobre à Pékin, au Centre culturel de Pékin. Après ça, on rêve de tournée internationale, mais on n'a pas encore de date ni de quelque chose de concret, quoi. En tout cas, on vous le souhaite. Rapprochez-vous de Matador, hein, pour bien vous aiguillonner. Alors, très rapidement, Monsieur Gay, peut-être pour finir, revenir sur l'association. Oui, la PBS se retrouve au centre d'Outasek le 22 octobre, qui correspond à la journée internationale de sensibilisation sur le bégaiement, où on a un programme très large de 10h à 19h autour de séances de formation, de self-help, mais d'information aussi et de sensibilisation, mais aussi de mise en commun de tout. Et là, vraiment, nous lançons un appel à l'ensemble du public pour venir, en tout cas, avoir des informations sur ce que c'est la PBS, ce que c'est le bégaiement, notamment pour pouvoir avoir des informations afin de détecter les premiers signes d'alerte chez les petits-enfants, parce que nous avons dit que le bégaiement va
on va avoir beaucoup d'améliorations si nous intervenons tôt, notamment au niveau de la petite catégorie. Très bien, merci beaucoup. Merci et le beaucoup. rendez-vous est pris le 22 octobre au niveau de la Maison de la Culture d'Outesec. Alors, peut-être on va finir à l'une Badarakan. Merci de m'avoir accompagné ce matin. Yeah, no problem. Yeah. Ok. Anta maa ngi lay bàyyi nga ñibbi sa kër. nga fali ko tuuti. Ok. nga ko mérité ndax da nga sonn. Sonn naa torop. Alors, Abdoulaziz Ben, qui freestyle avant de rendre l'antenne? Anta man damay dem 2 fa laay dem pour bëccëg bu paree ma ñibbiwaat maa ngi ñëw ba lundi incha allah. Ok, mbokk téléspectateurs yi à lundi, nouveau numéro pour Kinkeliba. Je vous laisse faire un acapella avant de rendre l'antenne. Permettez-moi de souhaiter une bonne journée à tous les chefs cuisiniers du Sénégal et du monde parce qu'aujourd'hui est célébrée la journée mondiale des chefs cuisiniers. Alors, freestyle, Balagno Dem. Yo, ñaata at depuis les soi-disant indépendances Africa di deltu ginnaaw ndax seen dépendance Babylone jàpp ñu tënk ci benn bànqaas dool xiif feebar yu bon ak njiit yu doy waar troqué suñu passé jaay suñu présent tele suñu future di xaar ñoo ñàkk gelwaar may laaj kañ la der bu ñuul di gëm boppam fier ci li mu doon ba maama leen gënal ko koppam un pour tous pour un dooni hymnam dafa bëri liñ mën ñàkkul lu bëri liñ am àll baa ngi naat suuf si riis toog ci pétrole gaz ordiamant amuñ ci lenn lu dul toxool. Ah, Yo. C'est ça. Balendi. Balendi. Man dormation. C'est l'engagement. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left.